Que ça soit l'opposition ou la mouvance, personne n'a gagné, mais plutôt c'est le peuple béninois qui s'en est sorti gagnant de ces élections législatives. Le 8 janvier 2023, c'était donc sur toutes les lèvres, presque courant l'année 2022. Eh bien, nous avons vécu cette période. Les élections législatives ont été la période avant, pendant et après ce scrutin. On va décrypter dans cette émission. Et bien sûr, comme vous le devez le savoir, cette législature, la 9e bien sûr, va enregistrer 109 députés, dont 28 femmes. Extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la concrétisation des réformes structurelles de Patrice Talon. Alors, quels sont les grands défis qui attendent ces nouveaux élus? Nous allons en parler dans cette émission avec mes invités que vous allez découvrir juste après ceci. Eh bien, je vous le disais, je suis avec de grandes imminentes personnalités du micro et puis de la société civile. Je vais vous présenter d'abord à ma gauche Monsieur Georges Ochéré. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. C'est un doyen. Enfin, devant un autre, je préfère dire que je suis là, tout simplement. Mais vous êtes, nous, notre doyen. Alors, comment ça se passe de l'autre côté après avoir quitté la scène médiatique? Il ne faut pas faire le vieux, il faut être actif. Et on peut l'être dans tous les domaines. Ce que j'ai appris à faire, c'est parler, c'était parler pour être payé à la fin du mois. Les Français parlent de journalisme. Alors je suis resté dans le milieu, je continue d'écrire des articles, de travailler comme mes aînés de la société civile. Et donc, nous allons exploiter un peu vos acquis durant toutes ces années. En face de vous, Monsieur Joël Ataï Guédégbé, qu'on ne présente plus. Doyen, bonjour. Bonjour, madame. Vous donnez du doyen partout. Mes cheveux blancs font illusion. Comment vous allez? Ça va, merci. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Merci de recevoir notre invitation et d'être toujours présent à nos côtés. Ça nous va droit au cœur. Merci. Et pour cette année 2023, nous vous souhaitons la santé. Merci. Dans la force. De succès à vous. Merci beaucoup. De santé à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais à la table de cette émission, on va parler un peu de ces élections législatives qui viennent de passer en République du Bénin. Quel est le regard, de façon générale, sur le déroulement du scrutin, M. Guédégbé? Non, je n'apprendrai rien à personne. Ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. On n'a pas eu de casse, on n'a pas eu de violence. Il y a eu quelques frustrations pour ceux qui, malgré tout, ont voulu exprimer leur suffrage, mais n'ont pas pu le faire parce que n'ayant pas pu retrouver leur poste de vote, leur centre de vote ou leur nom au moment ultime sur le registre, alors que ça figurait parfois sur la liste affichée. Donc, en dehors de quelques petits couacs de ce type-là, il faut se féliciter de la bonne tenue de ce scrutin qui nous réconcilie avec nous-mêmes dans la mesure où une large palette de la classe politique a manifesté la volonté d'en être. Et sur une quinzaine de partis enregistrés au ministère de l'Intérieur, c'est la moitié qui est finalement qualifiée, dont presque autant de l'opposition que de la mouvance présidentielle. Et donc, à l'arrivée, possibilité a donc été donnée à chaque électeur béninois d'exprimer son choix. Et plus que jamais, je crois que nous sommes là dans les manifestations de la démocratie, dans ce que chacun de nous peut en faire en tant que citoyen de ce pays. Et c'est tant mieux si nous nous retrouvons à l'issue de ces élections plus unis et plus convaincus que jamais de la nécessité de l'être et de faire en sorte que notre pays sorte grandi et en tout cas se fraye son chemin dans le concert des nations. Parce qu'au final, ça va être de ça qu'il s'agira. En dépit de nos querelles, en dépit de nos divergences, de nos désaccords. Et c'est la démocratie qui le permet, qui le veut. Donc à nous de cultiver la tolérance. Et
d'aller à l'essentiel chaque fois. Et justement, le président Patrice Talon s'en est réjoui quand il présentait ou quand il recevait les vœux du nouvel an en face des présidents des institutions. Il a bien martelé que c'est le peuple béninois qui s'en est sorti gagnant de ces élections. Bien qu'il y ait eu des frustrations parce que quelqu'un qui quitte la maison pour aller voter, n'ayant pas trouvé son nom, il est revenu à la maison, tout compte fait, l'élection a eu lieu. Absolument, elle a eu lieu et je crois que d'une manière ou d'une autre, même ceux qui n'ont pas participé à cette élection devraient pouvoir se retrouver dans ça. Et donc c'est la légitimité de la 9e législature, en cas de la future mandature de l'Assemblée nationale, qui en est garantie. Maintenant, vous le disiez, hein, dans 3 ans, il faut que les uns et les autres arrivent à s'imprégner de la mission qui est la leur et ne déçoivent pas les espoirs de la population. Bien sûr, parlant de mission et défis, on va y revenir vers la fin de cette émission. Monsieur Georges Chéré, votre appréciation sur le déroulement de ce scrutin du 8 janvier 2023. Ce que je pourrais dire pour compléter M. Guédégbé, c'est qu'on a l'occasion de voir que dans une démocratie, le peuple peut être à la fois acteur, metteur en scène et spectateur. Les dirigeants peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ces 3 fonctions-là, c'est le peuple qui l'incarne. Acteur, pourquoi? Parce qu'il joue un rôle. Il joue un rôle dans le choix de ceux qui vont agir en son nom. Et il vous met en scène. Parce que vous êtes investi au Parlement, vous êtes investi à la présidence de la République, où vous voulez. Il devient spectateur, il vous observe. Et le cycle recommence. Il faut se féliciter, en 2019, 2021, 2020, il y a eu des violences, il y a eu une incompréhension, c'est logique. Parce que celui qui est venu au pouvoir a changé les codes. Il a, avec courage et audace, avec une rigueur à laquelle nous n'étions pas habitués, pris le pays en main. Et ces réformes structurelles et même infrastructurelles, en quelques années, sont en train de porter leurs fruits. Il faut souhaiter, comme nous l'avons vu maintenant, qu'on commence par lâcher un peu pour qu'on revienne aux habitudes, mais dans la rigueur, dans le respect des lois que nous nous prescrivons. Et ces lois-là, il faut qu'elles soient entourées de toutes les garanties qu'il faut, sans empiéter sur ce qu'au niveau international, nous avons déjà ratifié. Donc, c'est pédagogique, il faut aller pas à pas. Et moi, je me félicite de l'attitude du chef de l'État. Parce que quand je prends du recul et je regarde le discours il y a 5 ans, et le discours d'aujourd'hui, on voit que... Il y a une nette amélioration. Voilà. Et que c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Il a dit à Paris, je reconnais que j'ai restreint les libertés. Mais le Bénin n'est pas un pays construit comme les autres pour se permettre certaines largesses et tout détruire. Donc, il fallait prendre des mesures pour amener tout le monde à davantage travailler. On peut ne pas apprécier, mais au résultat, on peut se dire pourquoi pas et encadrer. Ce que j'aurais souhaité, moi, c'est que les acteurs politiques soient moins hypocrites et qu'ils aient le courage de proposer au chef ce qui ne va pas, d'appeler son attention et non de dire ça sous d'autres chapelles, tout en étant autour de lui pour créer sa victoire. Tout ça contribue à la faiblesse du taux de participation. C'est ça, bien sûr. Parce que leur parole est décrédibilisée. Les acteurs qui hier avaient une position, mais qui ont oublié que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont de la mémoire et sont partie prenante du jeu politique, se trouvent en porte-à-faux avec leurs convictions. Donc ça décrédibilise leurs paroles et du coup, les gens ne sortent pas. Mais on peut corriger tout ça. On peut corriger tout ça. Moi, je pense qu'on a une solution. Aujourd'hui, si on cherche les pays où la société civile est dynamique, j'ai été au ministère chargé des relations avec les institutions pendant longtemps, il y a le Bénin. Mais c'est beaucoup plus l'extérieur qui finance la société civile plutôt que nous-mêmes. En temps, sous le président, je crois, il y avait 500 millions qu'on partageait à partir du président Kérékou, aux syndicats et aux médias. Mais voilà, les confessions religieuses. Ah oui, elles ont été quand même à la fête sous le président. Voilà, donc je crois qu'il faut avoir un mécanisme pour vraiment financer la société civile. Pour soutenir un peu les actions de la société civile. La citoyenneté, c'est le nœud du développement. Quand les valeurs civiques, citoyennes disparaissent dans un pays, qu'est-ce que vous voulez?
Donc je pense que ces élections nous donnent l'occasion aujourd'hui de repenser notre pays. Et pour moi, le triennal qui va commencer là, c'est le triennal de la refondation du pays. C'est ça. Il faut aller en assemblée, je ne sais pas, il faut un vrai dialogue. Ça soit pour... Le Parti talon a fini de jouer sa partition. C'est un humain. Il ne peut pas vivre éternellement. Personne n'est éternel. Donc, il a posé de nouveaux jalons. Moi, je pense qu'il y aura un avant, un pendant et un après. C'est à nous de saisir maintenant l'opportunité et de dire, bon, de rester dans la dynamique. On reste dans la dynamique. Ce qui n'est pas bon, on enlève. Et ce qui l'est, on le corrige. Je vais soulever rapidement un petit point. Je crois que M. Guédéoué va, je ne sais pas, l'article 27 du Code électoral dit que si un parti politique ne présente pas 2 fois successivement de candidats aux élections, est-ce que dans notre contexte, cette norme-là n'est pas chrysogène? Lorsqu'on regarde les difficultés, les contraintes, or, le rôle du parti, ce n'est pas que être désigné, c'est aussi l'animation, c'est aussi l'éducation. Moi, je dis ça comme ça, non pas parce que je désapprécie ce qui est fait, mais pour appeler à réfléchir sur la question. Est-ce que c'est vraiment... Voilà, pour que... Parce que qui va même prendre la décision? C'est le ministre de l'Intérieur. Quel est le réflexe du citoyen? Le ministre de l'Intérieur, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas forcément Patrice Talon qui est là. Je parle de l'institution. Et du coup, on peut se dire, c'est partisan. C'est fait pour éliminer. Donc, il faut réfléchir à cette petite faille-là et voir comment remettre tout ça là en musique. Alors, M. Georges Ochere, tout à l'heure, vous avez fait un clin d'œil à la société civile qui joue un très grand rôle dans la participation de la vie politique de notre pays, aussi dans la citoyenneté. Alors, au soir de ces élections législatives, bien évidemment, l'observation des sociétés civiles ou des cadres des sociétés civiles a présenté un petit bilan à mes parcours. Il y a eu des dysfonctionnements, comme vient de le rappeler M. Georges Ochere. Vous, comment est-ce que vous appréhendez cela? Non, je crois que les observateurs, d'abord la société civile béninoise, la plateforme électorale, je crois, et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, elle s'est professionnalisée. Et elle a acquis beaucoup de sagesse et d'expérience. Elle ressort avec habileté un certain nombre de choses et nous invite à mieux faire. Moi, je me rappelle en 2016, la société civile béninoise et bien sûr le système des Nations Unies nous avait envoyé un rapport, j'étais à la Sénat, où il nous disait les délais que nous mettons pour donner le résultat, il fallait faire en sorte pour les ramener au maximum à 48 heures. Bon, ce n'est pas dit en ces termes, mais on nous invite à un peu plus de célérité. Plus on perd du temps, plus avec les réseaux sociaux, on permet à ce qu'il y ait trop de supputation sur les résultats. Cela a été constaté d'ailleurs pour ces élections. Cela nous a amené à réfléchir pour trouver des systèmes de meilleure gestion rapide, un système pour gérer plus rapidement les résultats. Et ça se perpétue. Donc, c'est vous dire que la société civile joue un rôle fondamental, à la fois de conseiller et qui nous appelle sur nos responsabilités. Mais elle n'est pas là pour nous juger, ce n'est pas un tribunal. Elle ne juge pas, elle appelle. Elle apprécie. Elle apprécie, elle dit faites ceci, faites cela. Et elle est neutre. Et il faut l'encourager. Les observateurs internationaux, ils ont leur discours politique. Mais entre deux lignes, on comprend. Donc, ce n'est pas le moment de jeter de l'huile sur le feu, mais c'est d'avoir une approche pédagogique et très sage pour amener les parties prenantes à mieux structurer ce que nous avons à faire, surtout en matière électorale, qui est un domaine très sensible. Est-ce que vous pensez que les observations des observateurs de la société civile ont été prises en compte par les institutions ou l'institution chargée de l'organisation des élections? Oui, en partie, malgré tout, avec le concept d'observation que la plateforme électorale de la société des OSC a développé depuis quelques années, concept qui voudrait qu'on ait, qui s'intitule Chambre de situation électorale. Donc, n'attendons pas la fin de l'élection pour compiler des rapports. C'est au fur et à mesure, c'est en situation que les données sont transmises du terrain, sont codées électroniquement, décodées donc à un siège sur une plateforme informatique avec du mapping. Et à partir de là, il y a des experts dans un certain nombre de domaines qui apportent leur science, leur
leur compréhension de ce qui vient d'être signalé et transmettre ça à une dernière chambre, la troisième chambre des personnalités ou la chambre de réponse qui est en permanence en contact avec l'organe de gestion des élections, la Sénat et désormais la DGE, la Direction Générale des Élections, d'un côté, mais de l'autre avec éventuellement les magistrats, les procureurs qui peuvent avoir à se saisir de cas de flagrant délit. Mais encore plus avec les forces de sécurité de défense que je voudrais sincèrement remercier. On ne le dit pas assez. Leur dévouement a été à nul autre pareil à l'occasion du dernier scrutin. Et donc au fur et à mesure du déroulement du scrutin, ce qui peut être corrigé l'est. Si j'ai rappelé les difficultés de l'électeur à s'orienter, à retrouver leur nom, il faut convenir que ça n'a pas pu trouver de solution immédiatement. La Sénat éventuellement aurait pu avoir des gens pour orienter. Mais si votre nom n'est pas sur la liste, il n'est pas sur la liste, c'est la NIP, il faut remonter. Mais c'est quand même frustrant. Forcément. Et donc il faut trouver le moyen de calmer, d'apaiser et de rassurer que ce n'est pas la fin du monde. Et voyez-vous, donc, comme mon ami M. Ochéré le disait, quand la société civile opine, c'est pour conseiller, c'est pour qu'on tire des leçons, des enseignements et qu'on imagine ensemble des solutions, des correctifs. La société civile ne peut pas imposer. Elle peut encore moins se substituer aux institutions de la République et elle doit tout faire pour ne pas se confondre aux partis politiques. Elle doit être absolument non partisane pour rester crédible. Et il y a d'autres défis et c'est quand même ceux de la soutenabilité ou celui de la soutenabilité des actions. Ce qu'elle fait généralement, elle l'est avec le concours des partenaires techniques et financiers, pour ne pas dire de l'étranger. Il faut une réflexion réellement pour voir comment soutenir les actions qui mériteraient de l'être, engager des partenariats sectoriels, au-delà même des élections. Il y a maints domaines, la santé, l'environnement, la prise en charge des handicaps, et j'en passe, voyez-vous. Et quand M. Ochéré parlait du soutien à la société civile, j'ai envie de renvoyer l'ascenseur aux médias et fort opportunément le chef de l'État, lors de la présentation des vœux, a instruit, pour ne pas dire a engagé, la HAC à accélérer la réflexion sur la redynamisation du secteur des médias. Une démocratie avec un secteur médiatique malade et clochardisé va s'en ressentir dans la qualité des informations. Voilà, nous allons être une société de rumeurs, en tout cas, toute chose qui nous dégrade déjà par rapport à l'étranger, mais nous oppose nous-mêmes, dégénère tout le temps en conflit, en incompréhension de toutes sortes. Donc, en dehors des institutions qui gouvernent, qui ont le pouvoir politique, on a besoin de médias aussi forts que possible, et avec les exonérations économiques qui peuvent s'entendre, une meilleure professionnalisation, un meilleur statut du journaliste. J'apprends que les journalistes n'ont plus de carte. Pour le moment, on n'en a pas. Bon, on ne peut pas s'en réjouir. Depuis environ 6 mois. Donc il faut qu'on corrige tout ça, que nous soyons effectivement un État de droit où nul ne s'avise d'usurper une qualité qui n'est pas la sienne, parce que les conséquences peuvent être dramatiques pour l'équilibre de la société. Et pour la société civile, et autant qu'elle le fait et pourrait le mériter, un petit soutien ne serait pas de trop, parce qu'elle ne fait que compléter les actions de l'État. Alors, on vous aurait compris, on va toujours rester dans ce processus des élections. Au soir déjà de ce scrutin, on a eu sur les réseaux sociaux les grandes tendances des bureaux de vote et si on peut l'analyser, le seul parti de l'opposition, un seul parti de l'opposition s'est attiré son épingle du jeu. Il s'agit bien sûr des démocrates. Alors, ils ont, ma foi, estimé que la délibération de la Sénat ne concordait pas avec eux, le calcul qu'ils avaient fait. C'est un bon droit. S'ils ont les chiffres, s'ils ont les preuves, parce que nous avons un des codes électoraux les plus transparents qui soit. On ne peut pas faire réellement mieux. Il y a quelques aménagements qu'on pourrait faire au regard de notre développement, de nos moyens. Mais quand le code électoral dit qu'à l'issue du scrutin, du vote, on dépouille devant tout le monde et on remet copie du procès verbal et de la feuille de dépouillement qui iront autant à la Sénat
qu'à la Cour constitutionnelle, on donne copie. C'est pas qu'on... Voilà, donc on donne copie aux représentants de candidats. Et la question est de savoir, est-ce que les représentants de candidats sont là? Est-ce qu'ils ont compris leur mission? Est-ce qu'ils savent quels sont leurs droits et devoirs? Et petite digression, de nos observations générales, nous remarquons généralement, et ça ne s'est pas démenti cette fois-ci, que les partis n'ont pas pu être représentés à 100% dans les postes de vote. Bon, et là il y a un défi réel pour les partis politiques. Ils ont une possibilité d'agir sur la transparence du scrutin, de surveiller leur vote et s'en privent. Bon, d'accord, c'est une affaire d'organisation de moyens, mais nous sommes obligés de le constater, de le déplorer. Et par la suite, le code électoral a évolué pour que du bureau de vote, du poste de vote, où il est même dit qu'on doit afficher aussitôt la copie. Donc ce n'est pas un secret d'État. Et tous les électeurs, toutes les personnes présentes à un poste de vote ont la faculté de voir, de connaître ce qui s'est passé. Certains d'en avoir copie. Ensuite, le code électoral a évolué et permet, a prévu désormais une compilation en plus de la centralisation qui a lieu au niveau de l'arrondissement. Compilation, ça veut dire que les résultats sont calculés encore à ce niveau et déjà au niveau de l'arrondissement, on a encore une idée. C'est ça. Et mieux, le code exige que directement de l'arrondissement, pour ne pas dire de chacun des 546 arrondissements du pays, le coordonnateur d'arrondissement qui représente la Sénat prenne la route avec un moyen autonome, voyage avec les résultats sur lui et achemine les 2 cantines au siège de la Sénat qui a également et qui dispatche aussitôt. De toute façon, la Cour ne lui en laisse pas le temps. La Cour vient récupérer ces cantines au fur et à mesure. Il y a 1092 cantines à gérer dans un espace restreint. Profitons pour dire que la Sénat n'est vraiment pas logée à bonne enseigne, qu'elle n'est pas dans des locaux qui lui permettent de faire correctement son travail. Confortablement. Mais bon, voilà le processus. Donc, comment peut-on sortir des résultats de je ne sais où? Moi, je suis toujours curieux de comprendre, de voir. Mais au bout de tout ça, notre loi électorale permet de faire des recours. Oui, de faire des recours. Et on l'a vérifié sur l'affaire du quitus fiscal. Bien sûr. Une opposition qui ne croyait pas du tout aux institutions, qui chantait sur tous les toits qu'elle n'était pas représentée dans les institutions. C'est quand même vu. Sans quitus. Oui, non, le droit de voter, le droit de participer alors que tout semblait perdu. Donc il faut croire en nos institutions. Il faut qu'on soit républicain. Il ne faut pas attendre d'être nécessairement à la tête d'une institution avant que les règles soient valables pour nous. Non, qu'on soit là ou pas, et chacun y passera. Et on aura l'occasion d'éprouver notre droit, d'éprouver notre justice. Donc, attendons, on a 10 jours après la proclamation faite par la Cour constitutionnelle, pour recevoir les recours, les instruire. Au besoin, la Cour se transportera sur le terrain et puis dira quelle est la vérité. Il n'y a pas à se presser. Et mieux encore, les députés qui seraient installés en février là, et peuvent être déchus à tout moment, si la Cour a des éléments qui lui prouvent que les gens ont été indûment élus. Donc, sur toute la ligne, on a de quoi éprouver. Donc les députés ont intérêt à faire les choses pour le moment. Pas que les députés, les partis d'abord, mais avec un peu de réserve. Ceux qui sont proclamés élus n'ont pas la garantie d'être là pour les 3 années, s'il y a à redire là-dessus. En tout cas. Et ça s'est déjà passé dans notre pays, donc ma foi. Monsieur Georges Ochéré, on a tendance à dire que cette élection s'est passée dans une impartialité. Alors, à qui est-ce que nous devons cette impartialité? On l'a rappelé tout à l'heure, ce sont nos lois. Ce sont nos lois, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas seulement les démocrates qui disent que le score ne les satisfait pas. Les autres également disent la même chose. Souvenez-vous, figurez-vous par exemple que l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djobelo, aurait pu ne pas être élu. Ça a été de justesse. Mais lui également, vu l'aura de son parti, peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui est sûr, le système est tel que les niveaux où les représentants de partis politiques interviennent leur permettent d'avoir des données et s'il y a problème, les révéler. Et je ne vois pas comment la Cour peut faire autre chose. Aujourd'hui, dans notre code électoral,
quand vous prenez les documents de compilation, le représentant du parti politique appose sa signature et ses références pour attester que les chiffres qui sont là sont conformes à ceux sortis des urnes. Et à tous les niveaux, au niveau du poste de vote, comme au niveau de l'arrondissement où on compile. Et la loi dit les résultats compilés, certifiés au niveau de l'arrondissement. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'onction des représentants des postes de vote avant qu'on envoie ça à la Sénat. J'ai été pendant longtemps à la Sénat. C'est beaucoup plus cette habitude de victimisation qui nous habite que je vois. Et je ne suis même pas sûr qu'à l'issue de 10 jours, qu'il y ait grand chose qui change. Rien ne changera. Je ne suis pas sûr. C'est possible, je ne suis pas sûr. Mais une chose est sûre, en matière électorale, nous faisons de très grands pas. Et il faut poursuivre comme ça. S'il y a peut-être quelque chose à dire sous son contrôle, je pense que la Sénat n'est pas dans la plénitude de ses attributions. Entre-temps, nous avons un ministère chargé des relations avec des institutions qui s'occupait de certains aspects. Aujourd'hui, il y a un vide. La Sénat, l'article 19.4 ou 6 du Code dit la Sénat est tenue d'organiser des consultations avec les parties prenantes. Rien que ce libellé-là veut dire beaucoup de choses. La Sénat assure le suivi du financement des partis politiques et l'utilisation des fonds. Ça veut beaucoup de choses. Il y a eu des réformes au niveau de la Sénat. On a séparé le volet technique du volet politique. Et ce qui fait la force de la Sénat au niveau politique, c'est l'équilibre des forces politiques qui sont représentées au niveau du Conseil électoral. Il faut souhaiter que la direction générale des élections, moi je le dis, il faut des vrais spécialistes. Et dans des domaines encore plus variés. Le suivi des partis politiques, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un métier. Les statisticiens, c'est un métier. Les chiffres nous parlent. Ouais, il y a encore des choses qui nous manquent. La formation à l'acte, comment animer une campagne électorale avant, pendant. C'est des choses, on ne s'improvise pas. Nous avons des grandes personnes qui ont peut-être un profil politique, mais qui ne sont pas politiques. Le monde avance, le monde est devenu un petit village planétaire, où ce qui se fait chez le voisin fait que celui qui est ici se pose des questions par rapport aux pratiques qu'il vit. D'accord? Donc, je profite aussi pour faire, le chef de l'État avait des réformes. Je ne suis pas d'accord avec la HAC. Je ne manque aucune occasion de le dire. Oui, prenez la Constitution qui est le premier référent juridique. L'article 142 dit ce que la HAC va faire. Le respect de la déontologie et l'aspect équitable des partis politiques, des associations, aux médias, du service public et du service privé. Ça s'arrête là. Pourquoi la HAC va-t-elle imposer aux gens de venir s'asseoir religieusement dans un studio Ça n'accroche personne. Il faut évoluer. On peut aller filmer un meeting, voir, et ça permet de sortir le meilleur des acteurs politiques. Tu ne connais même pas la superficie du Bénin. Et tu dis tu es acteur politique. Tu ne connais pas comment la région où tu penses être le leader, les peuples qui sont là. Tu n'es pas un acteur politique. Mais à ces occasions-là, tes lacunes, tu vas vite les corriger. Donc je veux une situation où on va filmer un meeting de façon équitable. On a suffisamment de télé. On peut même mettre les moyens ensemble. Ouais, et ça va permettre de créer de l'effervescence, de l'émulation, même des vocations. En tant qu'acteur des médias, on vous aurait compris votre message. Et nous, médias, nous-mêmes, nous devons nous remettre en cause. Nous sommes responsables à 80% de la situation de notre démocratie. On va évoluer dans cette émission, Monsieur Georges Chéret, je reste toujours avec vous. Ce Parlement, 9e législature, je venais de le dire tantôt, à l'entame de cette émission, va enregistrer 109 députés, dont 28 femmes. Appréciation. Moi, je suis très satisfait. Pendant longtemps, on a confiné les femmes dans un rôle de ménagère ou comme des sous-produits qui ne sont pas capables de réflexion, qui ne sont pas capables de faire ce que les hommes font, d'apporter quelque chose, leur pierre à l'édifice. C'est faux. Les femmes sont tout aussi capables. Mais la faute, c'est les femmes elles-mêmes. Comment? Mais ça ne se donne pas. C'est ça. Vous avez déjà vu quelqu'un laisser son pouvoir facilement? C'est comme du miel. Donc vous-même, battez-vous un peu. Il y en a qui se battent. Et quand elles se battent, elles y arrivent. Mais il y en a qui préfèrent l'ascenseur de facilité. Hein? Si vous vous battez, au moins le président Patrice Talon a mis en place ce mécanisme-là. Je pense que c'est le mécanisme qui manquait peut-être parce que les femmes se sont toujours battues. Est-ce qu'en France, il y a ce mécanisme? Pourtant, quand vous prenez certaines institutions, c'est presque à parité.
C'est pas la même chose. Les Non, conditions ne sont non, pas c'est les des mêmes. pays construits. L'environnement n'est pas Mais le même. c'est petit à petit. C'est dire que déjà 28, il faut se féliciter. D'abord les 24 du haut mécanisme et 4, Les cadres de ça fait plus. 28. Et si elles se montrent actives, elles vont créer des vocations et en aura. Moi, je veux prendre une initiative et bientôt je vais en parler avec la société civile que j'appelle le talk, ou bien le débat des jeunes. Un débat, une compétition où les jeunes des écoles d'abord vont s'affronter sur des thèmes qu'ils choisissent au départ et une sorte d'audition à l'aveugle. Chacun prend un thème, on lui donne 3 minutes, comme s'il rédigeait un mémoire, il soutient devant un jury. On le présélectionne. Maintenant, on lui impose un thème pour la deuxième phase. Ce serait à quelle fin? Mais c'est pour développer l'art oratoire, la maîtrise de son pays, le leader politique qui sait haranguer les foules, qui maîtrise les problèmes. Ça, ce n'est pas d'autres qui viendront faire. Nous devons réfléchir. Et si j'ai cette idée, c'est nos parcours. J'ai vu que ça n'existe pas. Les jeunes pensent aujourd'hui, la politique, à l'occasion des élections, il faut s'en mettre plein les poches. Ce n'est pas vrai. La politique, c'est là de développer, de contribuer au développement de son pays. Quelques minutes nous séparent de cette émission, monsieur Joël Ataï-Guédégbé, 109 députés, 28 femmes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, rapport à ça, avant forcément, qu'on nous ne tombe avons sur eu les un députés? grand renouvellement de cette Assemblée, un peu comme les précédentes, mais pour un petit laps de temps de 3 ans à peine. On a évolué. Le défi, c'est que les gens se mettent rapidement à niveau, parce que ça ne s'improvise pas. Justement, Nulle on nation évoque s'infuse en les matière grands parlementaire. défis. Il faut aller à l'école du parlementarisme. C'est ça. Et tout s'apprend, tout a une école, tout a un chemin, un cheminement. Et donc, rapidement, il faut cet que apprentissage, ça va prendre combien de temps environ, selon vous, j'aimerais en que tant ça que ne dure pas spécialiste? plus de 6 mois, 1 an, mais à l'expérience. Ils ont 3 ans, 1 an pour se faire former? Non, pour comprendre, ça ne se décrète pas, c'est une imprégnation. Donc il faut vivre, il faut observer, il faut participer à des situations données jusqu'à avoir la main. On déplore souvent que l'Assemblée n'initie pas suffisamment de lois, que les députés ne prennent pas assez d'initiatives. On cite beaucoup le président Talon comme pourvoyeur des lois, mais c'est le gouvernement effectivement qui a toute une infrastructure dédiée à ce sens. Mais les parlementaires doivent également pouvoir remonter les préoccupations de la base, celles qui méritent en cas de l'être, et de les transformer en loi. Il faut croire en la transformation sociale par la loi, et à la transformation de notre vie. C'est à ça que doit servir la politique. Mais ça a des mécanismes. Même interpeller le gouvernement obéit à une bonne connaissance du règlement intérieur, à l'exploitation de ce qui est là, qui favorise donc l'expression du parlementaire. Et j'espère les médias également seront de la partie pour donner à voir l'intérêt du débat parlementaire. Alors, donc, il y a ce défi d'assimilation du rôle du parlementaire. Il y a le fait que les entités qui sont là doivent pouvoir représenter idéalement les agrégats qui sont censés porter et ne pas trahir les causes. On déplore souvent la transhumance. Rien ne l'interdit a priori, mais il n'y a que l'éthique de chacun et un minimum de déontologie parlementaire. Il faut féliciter le président Vlavonou et la mandature sortante d'avoir essayé d'initier un code de déontologie et d'éthique du parlementaire, parce que le comportement du parlementaire est également un problème pour notre démocratie. Et si le parlementaire est de plus en plus exemplaire, et à l'image de l'idée suggérée par Georges, qu'il y ait des situations où les jeunes s'éprouvent. Et on a un parlement des jeunes, mais ça ne peut pas suffire. Il y a d'autres initiatives qui ont été prises au niveau de la société civile et d'acteurs isolés qui n'ont pas eu le soutien du ministère chargé des loisirs en matière d'art oratoire, alors qu'au Burkina, on diffuse cela. Donc nous devons revoir un peu tout ce qui concourt à la bonne éducation civique de la population, à la bonne formation militante des membres des partis et de proche en proche, des députés, pour que chacun comprenne au mieux son rôle, ce qu'il peut apporter dans le couloir qui est le sien. Et une fois cela fait, vous l'aviez dit au début, si ce n'est pas Georges qui le disait, il y a des réformes qui ont été engagées. Elles ont fait l'objet de critiques, de débats houleux. Aujourd'hui, la tête reposée en situation, qu'est-ce qu'on en garde? Comment est-ce qu'on les amende? Et pour consolider pour parfaire la le travail construction qui de avait l'état été de fait. droit et avancer.
Et il faut se féliciter de ce que non seulement on a une diversité politique, on a une diversité de genre. 24 femmes, c'est pas assez de sel, mais ce n'est pas rien non plus. 28, c'est pas rien. Femmes. Gageons que d'ici 3 ans, cela donne des idées à d'autres femmes. Cela montre aux partis qu'ils peuvent aussi positionner les femmes davantage en situation éligible. Mais il est important que les femmes commencent par militer à l'intérieur des associations. Qu'elles commencent par s'imposer en tout cas. Oui, à se former simplement. Et elles vont s'imposer. C'est ça. Elles vont forcer l'admiration. Et moi, je serais heureux d'avoir encore plus de femmes. Vous allez les voir. Monsieur Georges Chéré, quelques défis pour cette 9e législature des députés de l'Assemblée nationale. C'est malheureusement une législature qui n'aura que 3 ans. Et dans ça, il faut se faire former. Absolument. Il faut s'imprégner de la vie parlementaire, ses règles, ses contraintes, ses ouvertures, qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça, si vous êtes un bel engagement citoyen, ça ira très vite. Mais ça va être une législature de réforme, pour parfaire les réformes, pour améliorer les réformes. Et ce ne serait pas une première, les élections générales au Bénin, mais à l'ère du renouveau démocratique, ce sera une première. On ne peut pas laisser la Sénat seule, qui n'en a pas l'expérience, voir les élections générales comme ce qu'on a l'habitude de faire. Ça appelle d'autres interactions. Et avec la société civile, il y en a qui voyagent beaucoup, qui ont vu faire. Il faut se mettre ensemble pour que dans la correction des lois, ces aspects-là soient remontés au Parlement. Cette ouverture dont on a besoin de la part des parlementaires pour écouter tous les acteurs. Il ne faut pas attendre que ce soit le chef de l'État qui fasse tout. Il ne peut pas tout faire, ce n'est pas dans le domaine. Et plus on prend de l'âge, plus on est fatigué. Donc, il a apporté quelque chose. Moi aussi, au début, j'étais frustré de voir certaines rigueurs. Je disais, mais après, j'ai dit, vous avez compris. J'ai compris que la rigueur n'est pas toujours synonyme de dictature. C'est vrai, tout excès nuit. Il faut mettre les garde-fous. Mais aujourd'hui, on peut voir les résultats. À nous maintenant d'en prendre conscience et d'aller dans la bonne dynamique pour que le Parlement qui va démarrer le 12 février, je crois, non? Oui, bientôt. Le 12 février, ressemble, soit le Parlement que nous voulons. Alors, je vais revenir à vous. Vous allez dire rapidement votre mot de fin pour qu'on en finisse. Je voudrais qu'au Parlement, les femmes ne jouent pas femme-femme, mais jouent des leaders. C'est ça. C'est le genre des leaders et qui ont plus l'écoute, qui ont le cœur de femme et qui sachent tempérer sur des politiques hommes qui voudront aller sur des intérêts partisans. C'est ça. Le Parlement, pour moi, c'est la bonne gestion des intérêts partisans avec les intérêts nationaux. Il ne faut pas voir que ceci profite plus à mon parti, je vais l'imposer. Non, il faut faire l'équilibre. Parce que, quelqu'un l'a dit, quand vous venez au Parlement, quand vous venez au gouvernement, vous avez le temps de faire des lois qui vous profitent. Mais quand les autres viennent aussi, ils peuvent changer les lois. C'est ça la démocratie. Voilà, c'est ça la démocratie, Monsieur Joël Ataï-Guédégbé, votre mot de fin en quelques secondes. Je vais rebondir là-dessus en disant que je voudrais qu'on ne comprenne pas la démocratie comme seulement la dictature des lois ou de la majorité, mais également souci de l'autre, de la minorité et de l'opposition. Et donc ça implique des devoirs pour les uns et les autres et ne pas bloquer pour bloquer, mais ne pas dérouler son tapis pour écraser. Et donc les premiers signaux vont être donnés par l'élection du bureau, des présidents de commission et j'en passe. Et un petit effort symbolique pourrait être fait. Et pour que la présidence de la commission des finances, comme dans les démocraties qui se respectent, revienne à la minorité, pour ne pas dire à l'opposition. Ce n'est pas la fin du monde que de laisser voir qu'est-ce qu'on a caché à vouloir cannibaliser tous les postes politiques. Il faut apprendre à concéder et ensuite aller de proche en proche à la mise en place d'un vrai dialogue national. Dans le domaine électoral, la Sénat pourrait s'inspirer de ce qui se fait au Ghana pour avoir un cadre de dialogue, un cadre de concertation qui l'anime, tant au niveau national qu'au niveau des départements. Au Ghana, dans les 10 régions, il y a autant de cadres qui permettent aux partis, et ça montre que les partis ont une effectivité, ont une présence effective sur le terrain. Donc de participer, de réfléchir aux choix qui vont être faits, aux orientations qui vont être décidées pour le prochain scrutin. Et ce faisant, la Sénat ne peut être que mieux confortée dans ce qu'elle fait en notre nom avec les suggestions des partis.
Et le code a encore bien évolué de ce côté. Ça a allégé la présence des politiques. C'est une Sénat le Conseil électoral, c'est 5 membres. Et tantôt à l'Assemblée, on a la majorité, la minorité. Mais en dehors de l'Assemblée, les représentants sont un du chef de l'État et un de l'opposition. Et ceux qui se plaignaient de ne pas être là-dedans ont une occasion de meubler les institutions, si tant est que c'est ça qui fait si tant est que c'est ça qui ferait gagner. Mais le vrai travail, c'est dans les structures, c'est à la base. C'est pour faire vivre notre démocratie à la base, la nourrir de bons principes qui feront que spontanément et partout où besoin sera le citoyen et sera le vrai défenseur de la démocratie. Et notre démocratie nous est chère. Il faut qu'en ces 3 ans, ce Parlement se révèle comme celui qui va réinitialiser les choses pour un véritable nouveau départ. Le président Talon aura laissé sa trace. Et on n'a pas besoin de Messie, on n'a pas besoin de héros. Il aura donné ce qu'il a pu, avec ses limites à lui, avec son ambition, comprise ou non. Il aurait fait ce qu'il pouvait. Il y a les autres, il y a nous, qui devrons également pouvoir y contribuer, apporter le meilleur de nous. Et c'est une belle opportunité pour le Bénin de Et je pense que de votre position, vous le faites bien. Chers invités, merci d'avoir honoré ce plateau de l'actualité à la loupe. Ainsi prend fin cette émission. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé un peu élections législatives et quelques défis qui attendent nos élus nouvellement, qui vont être installés d'ici quelques semaines. Eh bien, je remercie donc les cadreurs qui ont permis que vous nous voyez bien dans vos petit écran ou dans vos smartphones. Jocelyn Barriga, il était là. Franck Azalou y était. Et puis Mario Fondi qui était également... pourquoi Iré Mario Fondi qui m'a assisté. Voilà. Mesdames et messieurs, Rafia Toumabadou, je suis. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission L'actualité à la loupe. D'ici à là, portez-vous bien.